Les 14h, bienvenue sur l'après-midi info sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé dans le Lot-et-Garonne. Elle avait disparu à la sortie de son collège hier. Un homme de 31 ans est en garde à vue. Il a reconnu le meurtre. Il est connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Toutes les dernières informations dans ce journal. J-1 avant le début du mondial de football au Qatar. Le gouvernement français sera représenté demain par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un mondial sans alcool dans et aux abords des stades. Alors comment les supporters sur place accueillent-ils ce revirement de situation? Notre envoyée spéciale à Doha, Sonia Carnero, est allée leur poser la question. Se dirige-t-on vers une pénurie de médicaments dans les pharmacies, notamment concernant l'amoxicilline, cet antibiotique qui est très utilisé pour les enfants? Nous y répondrons dans un instant avec notre invité Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et à la une, en Ukraine, les soldats de Volodymyr Zelensky poursuivent leur avancée. Objectif, la Crimée, annexée par la Russie il y a 8 ans. En face, les pro-russes entament des travaux de fortification. Nous retrouverons notre envoyé spécial en Ukraine, Élise Phillips, dans ce journal. À la une de l'après-midi info, une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte dans le Lot-et-Garonne après avoir disparu hier à la sortie de son collège. Un homme de 31 ans est en garde à vue après avoir avoué le meurtre par étranglement. Franck Paina, vous êtes à Birac-sur-Trek où le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une maison abandonnée. Oui, le corps de cette jeune adolescente âgée de 14 ans qui a été retrouvée dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Tonneins ce matin. Il faut dire que l'enquête est allée extrêmement rapidement, vous le disiez, avec ses parents inquiets de ne pas voir leur fille revenir de son établissement scolaire à la mi-journée. Très rapidement, les caméras de surveillance du secteur ont été regardées et c'est là qu'un véhicule suspect a été remarqué et dans les fichiers, un nom est remonté, celui de cette personne qui a été arrêtée par les gendarmes en milieu de soirée, hier. Donc un suspect qui est actuellement, à l'heure où l'on se parle, toujours en garde à vue du côté de Marmande, à savoir que le parquet d'Agen nous a annoncé en fin de matinée nous donner plus d'informations au cours d'une conférence de presse qui est organisée aux alentours de 17h tout à l'heure. Pour aller plus loin avec nous en plateau, Mélanie Bertrand, bonjour, du service police-justice de BFM TV. On en sait plus sur cet homme placé en garde à vue? Oui, un homme qui a été placé en garde à vue, il faut le rappeler, très rapidement. En tout cas, les gendarmes sont très rapidement remontés jusqu'à lui grâce finalement à son véhicule, parce que sur les images de vidéosurveillance où l'on voit cette jeune fille passer aux alentours de 13h sur la commune de Tonneins, on voit aussi un véhicule qui semble derrière elle, qui semble la suivre. Et en faisant les plaques d'immatriculation dans leur fichier, les gendarmes sont remontés à un nom, un homme qu'ils vont interpeller hier à 23h et qui très rapidement leur désigne le lieu où il a abandonné le corps de cette jeune adolescente. Alors sur lui, on a quelques précisions. C'est un homme effectivement âgé de 31 ans, déjà connu des services de police et de justice parce qu'il a été condamné en 2008 par le tribunal de Rochefort pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans quand lui-même était mineur. Les faits remontent à 2006, donc à ce moment-là, il avait 15 ans et il a été condamné à une peine assez surprenante, 15 jours de détention avec sursis mis à l'épreuve sur une durée de 2 ans. Cela voulait dire que pendant 2 ans, il devait se tenir à carreau, ne pas reproduire ce genre de fait, ne pas récidiver. C'est ce qu'il a fait. Il s'est tenu à l'écart des services judiciaires. Il n'a commis aucune autre infraction à caractère sexuel, en tout cas connue des services de police. Il a été connu pour des faits, d'autres faits, on nous dit, de dégradation, de vol, mais rien d'aussi grave. Et jusqu'à présent, il n'était plus apparu dans les radars de la justice et il n'avait eu à l'époque, en tout cas, aucun suivi socio-judiciaire. Avec nous également Jacques Morel. Bonjour, vous êtes général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Cet homme a été retrouvé très rapidement par les gendarmes, notamment grâce à l'utilisation de la vidéosurveillance qui a permis d'identifier son véhicule. C'est un point vraiment qui a permis aux enquêteurs de retrouver la trace de cet homme. C'est vraiment, si vous voulez, quelque chose qu'il faut développer dans toutes les communes. On voit même dans des petites communes, puisque là, on est quand même dans la France profonde. Et ça apporte rapidement, si vous voulez, une aide précieuse aux enquêteurs qui permettent peut-être, dans certains cas, de pouvoir retrouver les victimes encore vivantes. Là, malheureusement, pour cet enfant, ça n'a pas été le cas, mais les investigations ont été conduites très rapidement et l'auteur des faits, apparemment, a reconnu
ce crime atroce qui frappe encore une fois une enfant innocente, en plus le jour de la journée des violences sexuelles faites aux femmes, quoi. C'est vraiment très triste. Vous le disiez, hein, ce qui est déterminant dans ce genre d'affaires, c'est la rapidité de l'intervention. Comment est-ce que les gendarmes travaillent sur ce type d'affaires, enquêtent dans un délai aussi rapide, justement, pour essayer de retrouver, si possible, la personne vivante ? Il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est les recherches de témoignages à l'endroit où la jeune fille a été vue pour la dernière fois. Là, je crois que c'est à la sortie de son école. On est en capacité de mettre très vite un pistage avec des chiens de recherche qui peuvent prendre la piste d'une personne avec un effet lui ayant appartenu. Bon, le problème, là, elle a sûrement été embarquée dans un véhicule, donc ça coupe tout de suite le pistage qui peut être fait par un chien. Par contre, les images de vidéosurveillance sont exploitées tout de suite par les spécialistes et comme dans cette histoire-là, ça permet de donner quand même une bonne information. En regardant qui est le propriétaire de ce véhicule, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est déjà connu, malheureusement, pour des faits un peu à l'identique et ça permet tout de suite de fermer une porte en interpellant cette première personne. Ouais, connu effectivement des services de police et de gendarmerie pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Mélanie, la suite, que va-t-il se passer désormais ? Eh bien déjà, la garde à vue, elle se poursuit. On rappelle qu'il a été interpellé uniquement hier soir 23h et si l'enquête a connu un coup d'accélérateur avec la découverte du corps de cette jeune fille, il reste beaucoup de questions à lui poser. D'abord, refaire son parcours judiciaire, son environnement. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille, qui est marié, qui a des enfants ? Pourquoi il s'en est pris à cette jeune fille en particulier ? Est-ce qu'il y avait un lien avec elle ? Est-ce qu'il la connaissait ? Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à ces questions. Comment il l'a fait monter dans sa voiture ? Est-ce que c'est sous la contrainte ou pas ? Est-ce qu'il lui a tendu un piège ? Est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles ? Ça, c'est tout le cœur de l'enquête de cette garde à vue qui se poursuit. Une autopsie sera évidemment pratiquée sur cette jeune fille dans les jours qui viennent. Les services de justice attendent aussi le retour des analyses toxicologiques pour savoir si cet homme était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et le procureur d'Agen nous apportera peut-être quelques précisions tout à l'heure lors d'une conférence de presse à 17h. Et ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Merci Mélanie Bertrand. Merci également Jacques Morel de nous avoir apporté votre expertise sur cette affaire que l'on va continuer évidemment de suivre avec vous tout cet après-midi. On en vient à présent à toute autre chose, à cette Coupe du Monde de football au Qatar. On apprend aujourd'hui que Gérald Darmanin représentera le gouvernement français à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain à Doha. Le Qatar qui est revenu sur sa décision d'autoriser la vente de bière autour des stades. Alors qu'en pensent les supporters présents sur place ? Sonia Carneiro a pu rencontrer certains d'eux à Doha. Interdiction totale de consommer de l'alcool autour des stades. À l'intérieur des stades, c'était déjà le cas. Et nous sommes avec Adrien, supporter français. Adrien, vous avez appris la nouvelle hier en sortant de l'avion. Dites-nous, est-ce que vous êtes déçu ou pas ? J'ai été surpris, mais pas plus étonné que ça. Parce que c'est vrai qu'on savait qu'ici, l'alcool, et le Qatar, ça fait pas deux, ça va pas très bien ensemble. Donc, non, pas vraiment surpris. On pensait que la nouvelle allait arriver avant, et puis c'est tombé là, mais non, pas plus étonné. Et est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, pour votre compétition, quand vous allez aller au stade, autour des stades ? C'est vrai que ça fait partie un peu de l'ambiance du foot, mais je pense qu'on est là aussi pour supporter notre équipe, l'équipe de France, les Bleus. Donc l'ambiance, les supporters, on va être là quoi qu'il arrive. Donc non, avec ou sans alcool, de toute façon, on sera là pour être derrière les Bleus. Et dites-nous, est-ce que vous avez peur que le Qatar, comme sur cette promesse, revienne sur d'autres engagements ? On pourrait imaginer qu'il y ait peut-être d'autres choses, mais je pense qu'ils font quand même très attention. Là, depuis que je suis arrivé hier, je vois que le service, tout est plutôt carré, ça a l'air d'être bien organisé. Donc non, il n'y a a priori pas de raison qu'il y ait d'autres. Là, je pense que c'est une petite précaution qu'ils prennent supplémentaire, mais il n'y aura pas d'autres. Je pense qu'on va vivre une belle compétition. Merci beaucoup Adrien, on le rappelle, consommation d'alcool très encadrée ici, dans les fan zones entre 19h et 1h du matin ou alors dans les bars des hôtels. Et puis sachez qu'il faut prévoir le budget dans les fan zones. Le demi-litre de bière est à 50 rials qataris, soit 14 €, ce qui en fait la bière la plus chère de l'histoire de la Coupe du Monde. Dans l'actualité également, c'est l'inquiétude qui monte dans les pharmacies avec la pénurie de certains médicaments. On va en parler avec notre invité Philippe Bessé. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Il y a notamment actuellement une pénurie d'amoxicilline. C'est le principal antibiotique qui est prescrit aux enfants. Quelle est la situation actuellement pour bien comprendre dans les pharmacies ? Alors, actuellement, nous sommes effectivement en très forte tension sur ces formes orale pour enfants et bébés d'amoxicilline. Donc l'Agence nationale de sécurité du médicament a alerté hier
nous l'avions nous-mêmes, bien sûr, repéré et nous avions déjà fait remonter ça au ministère de la Santé et à l'agence. Nous avons des antibiotiques qui sont contingentés et qui doivent être utilisés uniquement donc pour les cas où ils sont nécessaires, c'est-à-dire les infections bactériennes. On reprend sur le slogan « un antibiotique, c'est pas automatique ». Nous avons reçu des consignes strictes pour utiliser les antibiotiques à bon escient. C'est bien sûr un problème que ces ruptures de stock à répétition. On l'a connu sur le paracétamol, maintenant on le connaît sur l'amoxicilline. On essaie de gérer. Est-ce que vous estimez que la santé des enfants est en danger? Est-ce qu'on peut faire sans ces antibiotiques, même s'ils ne sont pas automatiques, ils sont parfois, dans certains cas, nécessaires? Non, on ne peut pas faire sans ces antibiotiques, mais nous en avons suffisamment pour répondre aux demandes. Effectivement, ils sont nécessaires, ces antibiotiques. Bien sûr, il y a des alternatives thérapeutiques avec d'autres antibiotiques au cas où ils viendraient à manquer eux aussi. Mais nous en avons pour répondre aux besoins des infections bactériennes. Donc, il faut faire confiance à son médecin. Il faut faire confiance au prescripteur quand il vous dit que vous n'en avez pas besoin. Mais quand vous en avez besoin, vous en trouverez. Nous mettons tout en œuvre pour réserver les antibiotiques à ceux qui en ont besoin. C'est vraiment... Oui, dites-moi. Oui. Allez-y, Philippe Bessé. Allez-y. Non, je dis c'est vraiment un problème que ces ruptures à répétition. Et on connaît la cause, puisqu'en fait, c'est un problème mondial. Ça vient, la FDA, donc l'agence américaine, a alerté déjà depuis quelques semaines. Il y a une très forte consommation au niveau mondial d'antibiotiques en ce moment, très forte consommation. Et parallèlement, des lignes de production dans les laboratoires qui sont dans le sud-est asiatique qui tournent au ralenti pour des raisons que nous n'arrivons pas à connaître. On nous dit que post-Covid, c'est compliqué de faire tourner les usines. Nous, ce qu'on dit, et depuis quelque temps déjà, c'est qu'il faut que nous arrivions à retrouver une autonomie en Europe et en France sur la production de ces produits, parce que c'est vraiment insupportable de manquer des produits les plus utiles, tels que l'antibiotique ou le paracétamol. Alors justement, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation et jusqu'à quand cette situation peut-elle durer ? L'Agence du médicament nous indique que la situation peut durer, voire se dégrader, jusqu'au mois de mars de cette année, c'est-à-dire tout l'hiver en résumé. Comment on peut faire? Déjà, on peut demander aux fabricants français qui mettent en forme les produits, les matières premières qui arrivent, donc qui ne produisent pas, qui arrivent d'Asie, de privilégier les formes enfants. Ça va bien sûr, par effet domino, entraîner possiblement des pénuries sur les formes adultes, mais les formes enfants doivent quand même être prioritaires. Donc il y a ce premier point. Deuxième point, ne donner d'antibiotiques que quand c'est nécessaire. Ça veut dire mobiliser les efforts pour faire des tests, pour vérifier si les infections sont véritablement bactériennes. Ces fameux tests, vous connaissez maintenant le test antigénique dans le nez. Là, en l'occurrence, c'est parfois dans la bouche, c'est des tests buccaux qui permettent de vérifier si c'est, pour les angines par exemple, si elles sont véritablement bactériennes. Donc les tests. Et dernier point, l'agence nous recommande de limiter la consommation à 5 jours au lieu de 6, ce qui permet également de limiter un petit peu la consommation. Donc des mesures, vous voyez, qui sont des mesures que nous allons prendre, bien sûr, les professionnels de santé, mais qui... nous regrettons quand même la pénurie. Pour être clair, hein, c'est quand même incroyable qu'en Europe occidentale, on en soit à aller à la pêche à l'antibiotique le plus commun et au paracétamol, quoi. Merci beaucoup Philippe Bessé. On a bien entendu votre message, en tout cas des pénuries gênantes, mais une situation qui est gérable par les professionnels de santé auxquels vous appelez à faire confiance. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'actualité en Ukraine à présent, avec cette image très symbolique, celle du tout premier train de voyageurs vers la ville de Kherson, récemment libérée. Il est arrivé de Kiev pour la première fois depuis que les troupes russes ont occupé la ville du sud de l'Ukraine depuis le 24 février. Les troupes ukrainiennes, elles continuent leur avancée. Cette question désormais, se dirige-t-on vers une bataille pour la Crimée qui a été annexée par la Russie en 2014 ? Élise Phillips, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV en Ukraine. Les dirigeants pro-russes de la région ont annoncé qu'ils entamaient des travaux de fortification.
Oui, parce que grâce à l'avancée des forces ukrainiennes dans la région de Kherson, eh bien, ces forces ukrainiennes, elles se sont rapprochées de la Crimée ces dernières semaines. Elles ne sont désormais plus qu'à une 60aine de kilomètres de la péninsule pour la distance la plus courte. Et ça inquiète les Russes qui ont donc décidé de mener des travaux de fortification, de creuser des tranchées également. Ces travaux, ils sont menés en anticipation d'une éventuelle bataille et pour protéger ce territoire annexé en 2014 et que la Russie considère depuis comme intouchable. Cette question de la Crimée, elle est très sensible parce que depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky le répète, il veut la récupérer. Cette semaine, lors d'une allocution au G20, il a à nouveau qualifié la péninsule de territoire occupé. Il a également exigé, encore une fois, que la Russie retire l'ensemble de ses troupes de tout le territoire ukrainien, Crimée comprise donc. Donc il y a cette volonté qui est toujours intacte de la part du président Zelensky et de l'Ukraine en général de récupérer la Crimée. Et donc en anticipation de cette éventuelle bataille, eh bien, les Russes s'inquiètent, préfèrent anticiper et mènent ces travaux de fortification dans la Crimée. Donc depuis hier, ça a été annoncé par la Russie hier. Merci Élise Phillips avec Sébastien Savoie en direct d'Ukraine pour BFM TV. Et après la libération de Kherson, ce sont désormais des milliers de personnes qui reçoivent de l'aide humanitaire. Dans le même temps, l'opération déminage, elle aussi, se poursuit. Alexia Prunier. Depuis plusieurs jours, la place principale de Kherson ne désemplit pas. Ses habitants viennent ici pour récupérer des vivres après le départ des troupes russes. Un carton seulement par personne, mais pour ces Ukrainiens, c'est déjà beaucoup. Depuis 8 mois, nous n'avions rien. Il n'y avait rien à acheter, on n'avait pas d'argent. Alors aujourd'hui, les gens viennent ici. Le plus important, c'est que nous sommes libres maintenant, même s'il n'y a pas d'eau ou d'électricité. Nous prenons l'eau dans la rivière du Dniepr. Dehors, il fait à peine 5 degrés. Sans eau chaude et chauffage, les habitants ont froid et se ruent donc sur ces cartons remplis de vêtements. Les enfants, eux, retrouvent un peu le sourire à la vue de ces barres chocolatées. Une action humanitaire qui n'est pas sans risque. La semaine dernière, une organisation caritative a été la cible de tirs d'artillerie, alors que des bénévoles apportaient une aide alimentaire aux habitants. Les troupes russes se sont retirées, mais le danger persiste. Les démineurs ont débuté leur travail pour retrouver des mines cachées par l'ennemi. Retirer toute trace de l'occupation russe, c'est aussi la mission de ces pompiers. Dans les rues de la ville, ils arrachent la propagande russe des panneaux publicitaires. Sur celui-ci, on pouvait lire « Kherson est une ville à l'histoire russe ». Je ressens un grand plaisir parce que nous débarrassons Kherson de tout ce qui est mauvais. C'est tellement génial que j'en ai la chair de poule. Je suis fier de notre Ukraine. Si les habitants de Kherson sont aujourd'hui libres et soulagés, ils le savent, la vie d'avant n'est pas pour tout de suite. Tous se préparent à vivre des mois difficiles. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont actuellement privés d'électricité. Près de la moitié des infrastructures énergétiques d'Ukraine ont été mises hors d'état de fonctionner à la suite de frappes russes massives depuis début octobre. Écoutez à ce sujet le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant toute la journée, les compagnies d'énergie ont travaillé pour restaurer nos capacités normales de production d'électricité. Grâce à cela, nous avons eu aujourd'hui beaucoup moins de coupures d'électricité. Ce soir, dans la plupart des régions où des coupures persistent, des horaires programmés de stabilisation sont en place. Des coupures d'urgence ont été utilisées surtout à Odessa et Kiev. Dans l'actualité internationale, on part aux États-Unis à présent où un procureur indépendant a été nommé pour enquêter sur Donald Trump. L'ancien président américain est en effet visé par 2 enquêtes. Une première sur l'assaut du Capitole, une seconde sur la gestion de documents confidentiels qui étaient censés être archivés et qu'il a rapportés à son domicile après être parti de la Maison-Blanche. Exactement. On va retrouver Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Sonia, Donald Trump a dénoncé un choix injuste. Oui, Donald Trump, hier soir, s'est posé en victime et a dénoncé depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride la pire politisation de la justice de l'histoire américaine. Il a parlé d'abus atroces. Il a notamment déclaré « Je subis ces enquêtes, cette comédie depuis le jour où je suis descendu de l'escalator de la Trump Tower », donc le jour où il a annoncé sa première candidature à l'élection présidentielle. Le ministre de la Justice a donc décidé de nommer
un procureur spécial pour reprendre 2 enquêtes menées depuis des mois par le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice qui a dit prendre acte du fait que Donald Trump comptait briguer un second mandat. Le procureur spécial, donc Jack Smith, qui est un spécialiste des crimes de guerre, va se concentrer sur 2 enquêtes. L'une concernant les suites de la présidentielle de 2020 et les efforts de Donald Trump pour contester sa défaite, des efforts qui ont conduit à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Et puis la seconde enquête concerne la gestion par Trump de documents confidentiels censés être archivés. Il a emporté après la fin de son mandat des boîtes entières de documents dans sa résidence de Mar-a-Lago. Alors le procureur, dans un communiqué, a déclaré qu'il allait mener une enquête, il a promis d'agir vite, en toute indépendance et de manière approfondie. Merci beaucoup Sonia Dridi. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous puisqu'on va revenir sur les suites de ce meurtre d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne dont la disparition avait été signalée après sa sortie du collège par sa mère hier. Le suspect est passé aux aveux lors de sa garde à vue. Il est connu pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Le procureur d'Agen s'exprimera à 17h. On l'entendra sur BFM TV. Et avant ça, l'association qui a soutenu la famille s'exprimera également aux alentours de 15h. À tout de suite. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Face à face. 49.3, motion de censure. Ça va durer combien de temps ce cirque? Les yeux dans les yeux. Est-ce qu'au fond c'est pas ça la vraie raison pour laquelle vous ne l'avez pas voté? Vous avez peur en fait. Une demi-heure d'échanges francs et directs. Déjà là, ça y est, sur les retraites. C'est quand même le truc qui vous reste au-dessus de la tête et qui vous empêche. Pour tout se dire. Je veux pas faire des promesses en l'air. Juste qu'on sache à quoi s'attendre. On va vers un tsunami. Sans détour. C'est tout le thème de ma campagne présidentielle, le grand remplacement. Sans tricher. D'abord, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre. Faut le dire. Et on voit que le naturel revient au galop. Au plus près de la vérité. Nous vivons sur un volcan. Voilà ce que vous dites aux jeunes. Face à face, l'interview politique d'Apolline de Malherbe. Chaque jour à 8h30, en direct sur BFM TV. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, mon Nico? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin! Tu vas aller sur yomoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent. Ça va, chérie? Oui, je rangeais un truc, j'arrive. Assurance vie, PER, PEA, Yomoney, multi-récompensé en 2022. Yomoney, votre gérant d'épargne en ligne. Je dors. Matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Jolie voiture. Pas mal non plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. Fiat anticipe le futur bonus écologique de 7 000 € dès maintenant et pour tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Deuxième avis, tu fais quoi là? Je consulte les astres. Oui, parce que le médecin m'a dit de me faire opérer, mais pardon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même. Et alors, ils te disent quoi, les astres? D'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil. Avec Aesio Mutuelle et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 160 € par mois.
Depuis longtemps, nous sommes là pour vous apporter des médicaments de qualité. Là, pour combattre à vos côtés. Là, quand il est important d'être là. À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous aider à vivre en meilleure santé. Pour toujours mieux prendre soin de vous et des générations futures, Mylan devient Viatris. Viatris, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. C'est un homme qui semble acculé, dos au mur. Après la libération de Kherson, il a répondu par une pluie de missiles. Jusqu'où ira la vengeance de Poutine? Peut-il frapper encore plus fort? En a-t-il seulement les moyens? Et sur le terrain, l'hiver qui arrive en Ukraine n'est-il pas son meilleur allié? Soirée spéciale lundi sur BFM TV. Nos experts répondent à toutes vos questions. Poutine, jusqu'où ira-t-il? Une émission présentée par Aurélie Casse et Maxime Switek. Lundi, dès 20h30 sur BFM TV. 14h24, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce samedi, une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte après avoir été enlevée à la sortie de son collège dans le Lot-et-Garonne. Un homme de 31 ans est en garde à vue après avoir reconnu le meurtre. Il est connu des services de police, notamment pour un fait d'agression sexuelle lorsque lui-même était mineur. Les derniers détails sur cette affaire dans un instant sur place et avec nos reporters et nos invités en plateau. J-1 avant le début de la Coupe du Monde de football au Qatar. Premier contact pour l'équipe de France avec ses supporters à Doha. Hier, l'entraînement était ouvert au public. Et parmi les spectateurs, 2 Français qui ont parcouru des milliers de kilomètres à vélo pour allier Doha. Sonia Carneiro, Baptiste Keita et Vincent Berthezen étaient présents pour les accueillir. Allez, Grisou! Ces 2 supporters de l'équipe de France ont rêvé de ce moment pendant si longtemps, encourager les Bleus à Doha pendant la Coupe du Monde. Quelques heures plus tôt, Gabriel et Mehdi étaient encore sur leur vélo comme depuis les 3 derniers mois. Après un départ symbolique du Stade de France fin août, les 2 amis ont parcouru plus de 7000 km à travers 13 pays. C'est fou, il se passe tellement de choses dans la tête. C'est la fin d'un voyage d'une richesse exceptionnelle, la fin d'un mode de vie itinérant qu'on a adoré. Et en même temps, ça va faire du bien de se poser parce que c'est dur physiquement aussi. Un défi complètement fou, partagé sur les réseaux sociaux et qui a attiré des locaux pour les accompagner sur les derniers kilomètres. Paris-Doha à vélo pour l'aventure humaine, mais pas seulement, alors que la Coupe du Monde au Qatar est contestée pour son empreinte carbone. Il y a un message écologique derrière, il est inéluctable. Nous, on veut montrer qu'on peut faire les choses différemment. On n'a pas envie de se placer en donneur de leçons, c'est absolument pas l'idée. C'est juste changer un tout petit peu ses habitudes. Infatigable baroudeur, les 2 amis pensent déjà à leur prochain défi, le Mondial 2026, de l'autre côté de l'Atlantique. 2026, il va falloir trouver un petit voilier, quelques sponsors. Et puis on traversera l'Atlantique à la voile et on finira à vélo. En attendant, c'est toujours avec leur vélo que Gabriel et Mehdi iront au stade assister au match des Bleus à Doha. Cadeau de la Fédération française de football. Tout de suite, la météo. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Le temps se calme temporairement aujourd'hui avec certes des nuages, des éclaircies, quelques averses encore, mais d'une manière générale, donc moins de précipitations que les jours précédents et quelques nuages bas ce matin qui devraient finir par se dissiper progressivement. Donc regardez l'animation au satellite, on voit effectivement que la France est située entre une dépression donc sur la Corse, le courant perturbé océanique qui va donc nous influencer de nouveau à partir de demain, et puis cet air froid qui influence l'Allemagne mais pas vraiment notre pays, avec donc pas mal de nuages ce matin. Quelques précipitations, notamment dans le sud-ouest, des averses résiduelles également sur les régions du nord et du nord-est. On retrouve tout cela pour cet après-midi, avec quand même davantage d'éclaircies que ce matin dans l'ouest. Et toujours ces averses sur la Corse, ces températures donc stationnaires par rapport à hier, voire en légère baisse. Ça reste quand même de saison. Rien à voir avec le froid qui touche l'Allemagne. Donc. Et puis pour demain, donc arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest avec de la pluie et des températures qui restent stationnaires.
Pas de véritable froid en vue, avec demain matin quand même quelques gelées sur la partie centrale et demain après-midi des températures stationnaires par rapport à aujourd'hui de 8 degrés donc, du côté d'Auxerre et jusqu'à 18 degrés à Nice. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne. C'était la météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. À la une cet après-midi, cette adolescente de 14 ans retrouvée morte hier, étranglée à Birac-sur-Trek dans le Lot-et-Garonne. Le meurtrier présumé a avoué les faits lors de sa garde à vue. Il est connu pour des faits d'agression sexuelle commis quand il était mineur. Le procureur d'Agen donnera une conférence de presse à 17h, à suivre en direct sur BFM TV. L'association qui soutient les parents s'exprimera quant à elle à 15h. Une cinquantaine de manifestations cet après-midi contre les violences sexistes et sexuelles partout en France. Image en direct, vous le voyez à Paris, le cortège qui va de République à Nation. Les manifestantes demandent notamment la fin de l'impunité pour les violeurs et agresseurs. Nous serons sur place au cœur de cette manifestation dans un instant. Le mondial de football au Qatar démarre demain et déjà les polémiques se multiplient. Une Coupe du Monde finalement sans alcool, dans et autour des stades. Mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à rassurer dans une conférence de presse très surprenante. Les supporters ne seront pas privés, selon lui, de liberté pour ce mondial très controversé. Et puis en Corée du Nord, Kim Jong-un dévoile sa fille au monde pour la première fois alors qu'il a supervisé le lancement de son dernier missile balistique. Il a réaffirmé qu'il utiliserait la bombe atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays. L'actualité ce dimanche, c'est donc le corps de cette adolescente de 14 ans, découvert dans le Lot-et-Garonne après les aveux d'un homme hier soir. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial à Agen. La mère de la jeune fille avait signalé sa disparition hier après-midi à Tonneins, en ne la voyant pas rentrer du collège. Oui, la disparition de la jeune fille a été signalée aux gendarmes hier après-midi. Les enquêteurs ont immédiatement visionné les images de vidéosurveillance à proximité du collège et également dans la ville de Tonneins. Ils ont aperçu la jeune fille sur ces images et ils ont noté les plaques d'immatriculation des véhicules qui passaient à proximité. Et dans leur fichier, eh bien, le nom d'un homme est ressorti, un homme de 31 ans connu des services de police. Cet homme, il a été placé en garde à vue hier soir aux alentours de 23h et lors de son interrogatoire, il est très rapidement passé aux aveux. Il a expliqué aux gendarmes qu'il avait tué cette jeune fille en l'étranglant et il leur a également indiqué une maison où il avait abandonné le corps. Cette maison, elle se situe à Birac-sur-Trek, c'est environ à 15 minutes de Tonneins. Et c'est là que les gendarmes sont allés un petit peu plus tard dans la soirée en compagnie du suspect et qu'ils ont retrouvé le corps de cette jeune fille âgée de 14 ans. C'est la brigade de recherche de Marmande qui est en charge de l'enquête et le procureur d'Agen a également prévu de prendre la parole en fin d'après-midi. On en saura plus alors sur cette affaire. Merci beaucoup Antoine Forestier à Agen donc pour BFM TV avec Alexia Ferré. Effectivement, Antoine le disait, conférence du procureur de la République à 17h à suivre sur BFM TV. Mélanie Bertrand, vous suivez avec nous cette affaire depuis ce matin. Les derniers éléments, que sait-on notamment sur le profil de cet homme? On en sait plus. Oui, on sait que c'est un homme de 31 ans qui est passé rapidement aux aveux, en tout cas qui a désigné rapidement l'endroit où il avait abandonné le corps de cette adolescente qui a été retrouvée dans la soirée hier. Lui, on sait qu'il a été condamné en septembre 2008 par le tribunal de Rochefort pour une agression sexuelle sur une mineure de 15 ans, de moins de 15 ans. Les faits en eux-mêmes, ils remontent à 2006 quand le suspect avait lui-même à l'époque 15 ans. Donc ce sont des faits très anciens et à l'époque, il avait été condamné à une peine de 15 jours de détention avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans. Cela voulait dire que pendant 2 ans, il devait se tenir à carreau, respecter évidemment ne pas récidiver et ne plus faire parler de lui. Alors, il n'était pas allé en détention à l'époque et effectivement, il n'avait plus jamais fait parler de lui pour des faits à caractère sexuel, me dit-on, simplement pour des faits de dégradation et de vol qui sont évidemment beaucoup moins graves. À l'époque, on ne lui avait pas ordonné d'avoir un suivi socio-judiciaire et donc, depuis une dizaine d'années, cet homme avait totalement disparu des radars de la justice jusqu'à hier, quand il a été interpellé par les gendarmes à son domicile de Marmande. Mélanie, on aimerait également parler de la famille de la jeune victime. Elle a reçu l'assistance d'une association dont
on entendra les mots tout à l'heure aux alentours de 15h. Que sait-on de cette famille forcément sous le choc? On sait que c'est une famille qui a été évidemment prise en charge rapidement par les secours hier quand on leur a appris la terrible nouvelle. La mère de cette jeune fille qui se prénomme Vanessa, sa mère a été prise en charge par les pompiers, hospitalisée. On ne sait pas si à l'heure actuelle elle est toujours hospitalisée ou si elle a pu regagner son domicile. On sait que cette jeune fille était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, qu'elle avait un petit frère et une petite sœur de 10 et 12 ans et que d'après nos informations, c'est une famille espagnole qui est récemment arrivée sur cette commune de Tonneins. Ils sont évidemment aujourd'hui en état de choc et on aura peut-être davantage de précisions sur ce qui va se passer pour la suite par le procureur d'Agen qui tiendra une conférence de presse en fin d'après-midi. Merci beaucoup Mélanie. Bruno Pomar est avec nous, bonjour. Ex-instructeur opérationnel au RAID, auteur de Flics d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. Ce qui interpelle notamment dans cette affaire, c'est la rapidité avec laquelle le suspect a été interpellé. Comment est-ce qu'on fait pour aller aussi vite dans une enquête? Qu'est-ce qui a permis aux gendarmes de retrouver aussi rapidement la trace de cet individu? Je vais vous faire un raccourci, c'est déjà les images de vidéosurveillance qui ont un rôle essentiel, puisque c'est souvent la polémique, on en parle en France souvent, et dans nos villes. C'est essentiel pour les gendarmes de pouvoir travailler avec des éléments factuels, et ces images-là, effectivement, leur ont permis de voir la voiture et de pouvoir l'identifier. Ça a été un élément déterminant pour débuter leur enquête. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, il faut savoir que nos brigades de gendarmerie, comme de policiers qui travaillent sur ce type d'enquête, malheureusement, sont trop habitués à gérer ce type de faits. Et d'autres, évidemment, mais sont quand même rompus à un travail très précis sur relever tous les éléments de l'enquête nécessaires, que ce soit de l'ADN si c'est nécessaire. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque effectivement, l'individu a été interpellé et passé aux aveux directement. Donc c'est une bonne chose, je dirais, pour l'enquête. Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin pour savoir vous le disiez tout à l'heure, son âge, lorsqu'il avait environ 15 ans, puisqu'il était mineur, premier fait, jusqu'à l'âge de 31 ans, savoir si au milieu de tout ça, il n'y a pas eu d'autres faits réalisés sur ce secteur ou sur cette région géographique. Ça va être intéressant aussi pour les enquêteurs de voir si ce garçon n'a pas commis d'autres faits qui n'auraient pas été éludés par la justice. Ça, c'est un élément important. Toujours pour comprendre comment travaillent les enquêteurs, il y a donc eu cette analyse très rapide de la vidéosurveillance qui a permis donc une interpellation rapide du suspect. Il y a également ce passage aux aveux très rapide. Là aussi, comment est-ce que ça fonctionne pour qu'on puisse faire parler une personne aussi rapidement? Écoutez, les enquêteurs de la brigade de recherche sont quand même rompus à ça. Et ils sont face à des voyous, à des individus parfois très malsains en face d'eux. Ils ont toutes les techniques pour les faire parler, pour les faire avouer tout simplement, en apportant des éléments factuels qui permettent de mettre l'individu face à ses responsabilités. Et je crois que ça s'est fait relativement vite. C'est un garçon qui doit être sûrement très instable psychologiquement. Je pense que les enquêteurs, encore une fois, savent très bien travailler sur ce type d'individu. Le fait qu'il ait un passif, vous en parliez, notamment d'agression sexuelle lorsque lui-même était mineur, ça aussi, ça permet d'aller encore plus vite parce que dans les fichiers, il est déjà présent? Bien sûr, écoutez, c'est la première chose d'ailleurs. On a des fichiers de recherche, ça nous permet de cibler des individus sur ce secteur, savoir ce qu'ils ont fait, etc. Ça permet aux enquêteurs de pouvoir resserrer l'entonnoir et de trouver les bonnes personnes. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, l'individu s'est fait directement identifier puisque la vidéosurveillance, encore une fois, a permis d'identifier tout de suite la voiture et évidemment de remonter rapidement vers le propriétaire et de trouver cet individu qui était retranché chez lui d'ailleurs. L'enquête ne fait que commencer. On a déjà effectivement des aveux, mais bon, il reste présumé innocent pour le moment, ce suspect. Quels sont les autres éléments sur lesquels les enquêteurs travaillent? Écoutez, encore une fois, sur l'histoire, sur ce qui s'est passé dans ces 15 ans de vie de cet individu, c'est-à-dire au moment où il a fait ses premières agressions en tant que mineur et le passage à l'acte comme il l'a fait là. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires de ce type dans le secteur? Ça va peut-être permettre d'éluder certaines affaires qui n'ont pas été éludées parce que effectivement, on n'avait pas d'éléments probants. Et là, effectivement, l'individu donne la bonne occasion, je dirais, aux enquêteurs de travailler sur l'environnement de ce qui a pu se passer pendant ces 15 ans. Merci beaucoup Bruno Pomar, merci Mélanie. On va suivre bien sûr les derniers éléments sur cette affaire tout au long de l'après-midi sur BFM TV avec, on le rappelle, donc la conférence de cette association La Mouette qui aide cette famille de la victime et également la conférence du procureur de la République d'Agen
à 17h. Dans l'actualité, il y a également ces dizaines de milliers de personnes mobilisées un peu partout en France aujourd'hui contre les violences sexuelles et sexistes. Marseille, Rennes, Strasbourg, Nice, Nancy ou encore Paris. Des manifestations à l'appel du collectif Nous Toutes et en présence d'associations ou encore de personnalités politiques. Angelo Atta, vous êtes au sein du cortège parisien qui est parti de la place de la République à 14h, direction la place de la Nation. Dans une conférence de presse, le collectif Nous Toutes a notamment dénoncé l'échec de la justice à protéger les victimes, Angie. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des pancartes. Et lorsqu'on discute ici avec les gens, effectivement, il y a ce slogan, ce qui est devenu un slogan, mais qui en réalité est tout simplement un chiffre qui revient sur la plupart des pancartes, 0,6% des violeurs condamnés. Et puis celle-ci également qui est intéressante, pour que nos vies ne soient plus classées sans suite. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de juridique. Victoria, Léa, vous avez un peu plus d'une vingtaine d'années, vous êtes mobilisés depuis plusieurs années. Quand je vous ai demandé tout à l'heure, depuis quand est-ce que vous êtes mobilisés sur ces questions militante, vous m'avez dit depuis toujours parce que je suis une femme. Mais je pense que c'est important, il y a beaucoup de choses qui vont pas, beaucoup de paroles qui sont pas entendues et être une femme c'est être féministe aujourd'hui et c'est militer pour ce qui est important. Il y a d'autres pancartes sur lesquelles il y a marqué 2 milliards. 2 milliards, c'est l'investissement voulu par les gens ici sur ces questions, sur cette lutte contre les violences faites aux femmes. On voit ces chiffres, on voit un problème juridique que vous pointez. C'est ça l'urgence, quelle est la priorité ? Le chiffre part de lui-même. 0,6% des violeurs sont condamnés. On parle de fausses plaintes, etc. Non, c'est pas du tout ça les chiffres en fait. Les chiffres, c'est celle des victimes. On peut reprendre aussi les chiffres des féminicides. Et c'est des chiffres qui sont croissants, on a l'impression, pas pris au sérieux. Et pouvoir débloquer ce budget-là, c'est aussi dire, on vous croit, on considère effectivement que c'est un problème et on a envie d'aller lutter contre toutes ces violences sexistes et sexuelles au quotidien. Donc il faut investir dans l'appareil judiciaire pour qu'il soit plus performant ? Bien sûr, et qu'il soit aussi que les professionnels puissent prendre en compte ces questions, qui sont des questions quand même spécifiques et qui ne sont pas à traiter comme n'importe quelle problématique. Merci beaucoup Victoria, merci Léa. Effectivement, 25e journée, lutte internationale contre les droits des femmes. Et vous le voyez, beaucoup de gens, la place de la République était noire de monde. Désormais, on a pris le boulevard Voltaire et on se dirige vers la place de la Nation. Merci Angelo Atta. On continuera évidemment de suivre cette manifestation parisienne avec vous et Caroline Bertolino en direct de Paris au cours de nos prochains journaux. J-1 avant le début du mondial de football au Qatar. C'est Gérald Darmanin qui représentera la France à la cérémonie d'ouverture demain. Une Coupe du Monde sans alcool dans et autour des stades. Les supporters l'ont appris hier et qui a fait craindre pour la défense d'autres libertés. Mais le patron de la FIFA se veut rassurant. Dans une conférence de presse en forme de monologue très théâtral, Gianni Infantino a usé d'arguments plutôt surprenants. Samia Ali. Sa prise de parole était attendue, elle a été pour le moins surprenante. Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est exprimé pour dire son soutien à la fois aux organisateurs de la compétition et aux victimes de discrimination dans le Golfe. Aujourd'hui, je me sens qatari. Aujourd'hui, je me sens arabe. Je me sens africain, je me sens gay. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Dans un discours étonnant, le patron de la FIFA a mis en avant ses origines italiennes pour montrer sa compassion avec les migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisateurs de la défense des droits de l'homme. Cela me renvoie à mon histoire personnelle parce que je suis le fils de travailleurs migrants. Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé en Suisse parce que j'étais roux et j'avais des taches de rousseur. J'étais italien, je parlais mal l'allemand. Sur les droits LGBT, Infantino a assuré que les autorités qataries lui avaient donné la garantie que tout le monde était le bienvenu pendant cette Coupe du Monde. Si quelqu'un dit l'inverse, ce n'est pas l'opinion du pays et ce n'est pas l'opinion de la FIFA. Début novembre déjà, le président de la FIFA avait demandé aux 32 sélections de se concentrer sur le football et de ne pas se laisser entraîner dans toutes les batailles idéologiques ou politiques, face à la volonté de plusieurs capitaines de sélection nationale de porter un brassard arc-en-ciel lors des matchs. Nicolas Pelletier, on vous retrouve, vous êtes l'envoyé spécial de RMC Sport et de BFM TV à Doha. Ce mondial, il n'a pas encore commencé. Qu'on le voit, les polémiques s'accumulent déjà autour de son organisation.
Oui, deux grosses polémiques autour de cette organisation. Tout d'abord, il n'y aura plus d'alcool dans les stades à partir de demain lors du lancement de la Coupe du Monde avec le match Qatar-Équateur. Il n'y aura pas d'alcool dans les 8 enceintes de cette Coupe du Monde. C'est un revirement de situation alors que début septembre, Nasser Al-Khater, le patron de Qatar 2022, avait annoncé que tout était prêt pour recevoir et consommer de l'alcool dans les stades. Seules les zones VIP pourront encore consommer de la bière dans les stades. Et une autre polémique est en train de monter ici au Qatar et nous sommes en mesure de vous la confirmer, les fan leaders, c'est-à-dire ceux qui étaient payés par le Qatar pour venir mettre l'ambiance lors des matchs de l'équipe de France ou que ce soit d'autres nations, ne seront plus rémunérés par le Qatar. Les fan leaders qui sont présents à Doha ont appris ça quand ils sont arrivés à Doha. Le Qatar a décidé de ne plus les rémunérer. Ils étaient défrayés pour ces actions qui menaient autour des différentes équipes ici à Doha. Alors sur le côté sportif, Nicolas, la France jouera son premier match mardi, ce sera contre l'Australie, avec des incertitudes sur l'état de santé de deux joueurs clés, Raphaël Varane et Karim Benzema. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez ? Alors il y a deux grosses incertitudes. Raphaël Varane qui se sent plutôt bien, c'est beaucoup plus rassurant par rapport à Karim Benzema. Son état est beaucoup plus préoccupant. On verra dans les prochaines minutes. Il y a un entraînement qui est programmé à 19h15 ici, heure locale, pour l'entraînement de l'équipe de France. Mais depuis jeudi, depuis le premier entraînement de l'équipe de France ici à Doha, Raphaël Varane et Karim Benzema s'entraînent à part. Et c'est deux mauvaises nouvelles pour les champions du monde qui se lanceront à la conquête d'un nouveau titre mardi prochain face à l'Australie. En tout cas, si Karim Benzema et si Raphaël Varane ne seront pas aptes à débuter cette rencontre mardi, Raphaël Varane sera remplacé par Ibrahima Konaté dans la défense centrale et Olivier Giroud remplacera Karim Benzema en attaque. Merci beaucoup Nicolas Pelletier avec Arthur Perrault en direct de Doha pour BFM TV. On prend la direction de l'Ukraine à présent, où le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé à Kiev avec sa toute première visite depuis sa nomination à ce poste de Premier ministre. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous voyez les hommes autour de cette table. Depuis les premiers jours de la guerre, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont les alliés les plus puissants, a écrit le président ukrainien sur Telegram, en publiant donc cette vidéo de cette rencontre avec Rishi Sunak à Kiev. Le Premier ministre britannique qui est là, dit-il, pour confirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la Corée du Nord. Avec cette nouvelle démonstration de force en Corée du Nord, Kim Jong-un a supervisé hier le lancement de son dernier missile balistique intercontinental en réponse à ce qu'il qualifie de menace américaine. Oui, un événement auquel il a assisté en famille, en présence de sa fille notamment. Une première présentation publique qui interroge sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans la dynastie nord-coréenne. Camille Plaisant. C'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran aux côtés de son père Kim Jong-un. Un jour peut-être, elle deviendra la chef suprême de la Corée du Nord. C'est l'occasion également pour Kim Jong-un de mettre en avant ce missile balistique intercontinental. Des images diffusées par le régime nord-coréen où l'on voit Kim Jong-un superviser le lancement test de ce missile appelé le missile monstre. Selon le régime de Pyongyang, cette nouvelle démonstration de force répond à ce qui est présenté comme des menaces directes des États-Unis et de ses alliés. Il a effectué des tirs assez inquiétants au cours des dernières semaines, puisque certains ont un peu dévié et ont pratiquement touché la Corée du Sud, ou en tout cas sont tombés dans les eaux de la Corée du Sud et même sur une île de Corée du Sud. Donc ça inquiète énormément, évidemment, l'ensemble des pays de la région, à commencer par Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Il y a effectivement une sorte de logique, je dirais, infernale de ce régime qui est complètement coupé du monde. La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont effectivement intensifié ces derniers mois leur présence militaire dans la région. Séoul et Washington ont notamment mené fin octobre et début novembre les plus grands exercices aériens communs de leur histoire. Nous sommes en direct avec Patrick Martin-Genier. Bonjour, merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. C'est la première fois qu'on voit la fille de Kim Jong-un qui est donc présentée officiellement. Il est toujours resté très discret sur sa vie de famille. Est-ce que c'est une sorte finalement de présentation officielle de celle qui pourrait lui succéder un jour ?
Oui, manifestement, vous savez, nous étions habitués au missile de Kim Jong-un et encore récemment, ce missile qui est arrivé donc à proximité du Japon. Mais la principale nouvelle et nouveauté, ce qui est tout à fait inédit, vous avez raison, c'est la présentation de sa fille qui doit être âgée d'environ 12-13 ans, pour bien montrer effectivement que la dynastie des Kim, elle est présente et que probablement sa fille devrait pouvoir lui succéder. C'est un message très très important, c'est inédit. C'est effectivement un message destiné à l'élite du régime. Alors il y a un autre message, vous le disiez, il n'y a pas eu que la présentation, il y avait surtout cet événement, le lancement de ce nouveau missile balistique intercontinental. Qu'est-ce que c'est que ce missile qui a été lancé hier et qui serait retombé en mer à l'ouest du Japon ? Écoutez, c'est un missile stratégique intercontinental, balistique, c'est-à-dire que c'est un missile aujourd'hui, et c'est ça que craignent les États-Unis, qui est capable d'atteindre les États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est tout à fait important, fondamental, c'est que c'est un missile qui est tombé à 200 km de l'île d'Hokkaido, au Japon, qui est au nord du Japon, dans la zone économique exclusive du Japon. Et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des missiles, un régime qui n'hésite plus à provoquer à la fois le Japon, et pour connaître le Japon, je peux vous dire que là-bas, les gens sont extrêmement inquiets, les bases américaines également, mais également à proximité des eaux territoriales de la Corée du Sud. C'est donc un échelle supplémentaire dans la menace que fait planer ce régime, non seulement dans la mer du Japon, mais au-delà, éventuellement en direction des États-Unis. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir été avec nous donc pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur le corps d'une adolescente de 14 ans qui a été retrouvée dans le Lot-et-Garonne. Sa disparition avait été signalée par sa mère hier après sa sortie du collège. Le suspect est passé aux aveux lors de sa garde à vue. C'est un homme de 31 ans qui est connu par les services de police pour une agression sexuelle lorsque lui-même était mineur. Le procureur d'Agen donnera une conférence de presse à 17h et puis une association qui aide actuellement la famille s'exprimera. Ce sera dans une dizaine de minutes à suivre sur notre antenne. À tout de suite. BFM TV et les montagnes françaises vous présentent la météo. La montagne, ça vous gagne. La météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. La neige arrive précocement cette année en Amérique du Nord, en tout cas du côté de Buffalo, près du lac Erie, où il est tombé jusqu'à 80 cm quand même. On est en pleine au cours de ces dernières heures. Il va encore beaucoup neiger aujourd'hui. C'est lié en fait à un effet de lac très local qui provoque donc ces chutes de neige intenses très localement. Alors en France, pas de neige, en tout cas en plaine. Du froid d'ailleurs qui nous vient directement de Russie, mais qui s'arrête justement au niveau de l'Allemagne, avec donc un temps calme sur le pays, de l'humidité résiduelle liée aux averses ces derniers jours, donc pas mal de nuages bas pour ce matin. On va les retrouver ces nuages bas pour cet après-midi, donc avec éventuellement encore quelques averses, notamment au pied des Pyrénées ainsi que dans le nord-est et puis surtout sur la Corse. Quelques flocons éventuellement sur les Alpes et sur les Pyrénées au-dessus de 1250 mètres d'altitude. Les températures cet après-midi en légère baisse par rapport à hier, mais enfin ça reste quand même encore très correct pour la saison. En général, 8, 9, 10 degrés sur la plupart des régions et beaucoup plus, bien entendu, sur la Côte d'Azur. Et à partir de demain, donc retour du courant d'ouest perturbé avec cette première perturbation pluvieuse qui s'étendra en gros du sud-ouest jusqu'à la Belgique à la mi-journée. Des températures qui restent assez fraîches, mais de saison. Demain matin, on aura même des valeurs en baisse sur la partie sud. Et demain après-midi, il faut s'attendre à des valeurs d'environ 8 degrés dans le centre-est et jusqu'à 18 degrés, donc toujours sur la Côte d'Azur. BFM TV et les montagnes françaises vous ont présenté la météo. La montagne, ça vous gagne. C'était la météo avec l'application Avis. La location de voitures simple et rapide en un clic. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Groupeverlaine.com. BFM TV,
vous pouvez aussi l'écouter. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est le live Toussaint. 3 heures d'infos et d'analyse et un sujet d'actualité brûlant pour commencer, les vacances. BFM Radio disponible en DAB+, sur l'appli BFM TV et bfmradio.com. Le monde devient plus grand quand on peut tous participer. Cisco salue l'entrée du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et connecte le monde en toute sécurité. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio existe aussi en version essence, à partir de 160 € par mois. One Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Pour Noël, donnez vie à tous vos projets avec Ryobi One Plus. Pour tous vos travaux de bricolage, vos envies de jardinage, vos activités créatives. Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie, pour chaque projet, il y a un Ryobi. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils. Découvrez en magasin nos offres Ryobi One Plus à prix cadeau. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont créé l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Des cafés en grains au goût unique. Pour un plaisir intense. Découvrez les cafés en grains L'Or. 100% électrique, 100% irrésistible, numéro 1 des véhicules électriques en France, la i208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot. Avec la i208 Like, à partir de 208 € par mois seulement. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Retrouvez des milliers d'articles sur leroymerlin.fr et profitez du retrait 2 heures en magasin. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Et pour 2, 3, 4 contrats souscrits, c'est 2, 3, 4 mois remboursés. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Bonjour. Quand Alain est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'aide. D'habitude, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et pour nos sociétaires fidèles, Groupama s'engage à débloquer 400 € pour plus de confort pendant votre séjour à l'hôpital. Xytoplaf. Et voilà. Et il n'y a pas mot compte double, là? Bah, il n'y a pas mot tout court, là, en fait. Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil. Il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique. FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Alors, 10, 20, 21. FDJ. Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. 9 porteurs sur 10 sont convaincus par les verres Varilux. Satisfaction garantie chez les opticiens Essilor experts. Hey, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Wow, c'est pas Versailles ici.
Si c'est Versailles ici, les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. J'en ai perdu ma casquette. Dancing in the sand. Hold me closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway. Adeline, que propose Spoticar en termes de reprise? On propose la reprise avec derrière un achat ou alors une reprise qu'on appelle reprise cash sans obligation d'achat à la clé. Et vous pouvez même faire une réservation en ligne. Alors faites comme moi, découvrez Spoticar, vous roulerez l'esprit tranquille. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. On lui dit qu'elle est bonne à rien, et comme elle est petite, elle le croit. Elle rigole en disant je suis nulle, elle dit l'avenir, on verra bien. En vrai, trop de parcours se terminent en impasse. Aidons les jeunes à trouver de nouvelles voies professionnelles. C'est bientôt l'heure de votre pause café. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Il est bientôt 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce samedi, le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé dans le Lot-et-Garonne. Elle avait disparu à la sortie de son collège hier. Un homme de 31 ans est en garde à vue. Il a reconnu le meurtre. Il est connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Les dernières informations dans ce journal. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont rassemblées aujourd'hui à l'appel du collectif Nous Toutes dans une cinquantaine de villes françaises pour protester contre les violences sexuelles et sexistes, dénoncer l'inaction de la justice auprès des victimes. Nous suivrons dans ce journal, vous voyez en direct, ces images du cortège parisien parti de la place de la République. On retrouvera nos reporters Angie Loata et Caroline Bertolino. J-1 avant le début du mondial de foot au Qatar, le gouvernement français sera représenté demain par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un mondial sans alcool dans et aux abords des stades. Comment les supporters sur place accueillent-ils ce revirement de situation? Notre envoyé spécial Sonia Carnero est allée leur poser la question. Et à la une en Ukraine, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est en visite surprise à Kiev, alors que dans le même temps, les soldats de Volodymyr Zelensky poursuivent leur avancée dans le pays. Objectif Crimée, annexé par la Russie il y a 8 ans. En face, les pro-russes entament des travaux de fortification. À la une de l'après-midi info, une adolescente de 14 ans a donc été retrouvée morte dans le Lot-et-Garonne après avoir disparu hier à la sortie de son collège. Un homme de 31 ans est en garde à vue après avoir avoué le meurtre par étranglement. Franck Paynave, vous êtes à Birac-sur-Trek où le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une maison abandonnée. Oui, le corps de cette jeune adolescente âgée de 14 ans qui a été retrouvée dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Tonneins ce matin. Il faut dire que l'enquête est allée extrêmement rapidement, vous le disiez, avec ses parents inquiets de ne pas voir leur fille revenir de son établissement scolaire à la mi-journée. Très rapidement, les caméras de surveillance du secteur ont été regardées et c'est là qu'un véhicule suspect a été remarqué et dans les fichiers, un nom est remonté, celui de cette personne qui a été arrêtée par les gendarmes en milieu de soirée, hier. Donc un suspect qui est actuellement, à l'heure où l'on se parle, toujours en garde à vue du côté de Marmande, à savoir que le parquet d'Agen nous a annoncé en fin de matinée nous donner plus d'informations au cours d'une conférence de presse qui est organisée aux alentours de 17h tout à l'heure. Et avec nous, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. On en sait plus sur cet homme de 31 ans qui a été placé en garde à vue. Oui, un homme de 31 ans qui a été interpellé hier dans la soirée après que les gendarmes soient remontés jusqu'à lui grâce aux images de vidéosurveillance où son véhicule apparaît quelques instants après que la jeune fille apparaisse elle-même sur ces images. Rapidement, donc, il retrouve sa trace. Ils vont chez lui à Marmande et ils l'interpellent. Et dès les premiers instants de sa garde à vue, il passe aux aveux. En tout cas, il désigne l'endroit où il dit
2008 avoir abandonné le corps de cette jeune fille de 14 ans. Ça se passe à Birac-sur-Trek, à une quinzaine de minutes de Tonneins, là où la jeune fille était scolarisée. Son corps à elle est retrouvé et rapidement, les enquêteurs commencent à avoir plus d'informations sur cet homme. On sait qu'il était déjà connu des services de police pour des faits assez anciens, il y a une quinzaine d'années, alors que lui-même, on rappelle qu'il a 31 ans aujourd'hui, alors que lui-même avait 15 ans, il avait été condamné par le tribunal de Rochefort en 2008 pour une agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Les faits dataient de 2 ans auparavant. Il avait été condamné à une peine de 15 ans de détention, de 15 jours, de détention, avec sursis mis à l'épreuve pour une durée de 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, il devait se tenir à carreau, évidemment ne pas récidiver, et ensuite sa peine serait levée. Et c'est ce qu'il a fait, ce jeune homme à l'époque. Il n'a plus fait reparler de lui pour des faits à caractère sexuel. Il a commis un vol, une dégradation, me dit-on, mais absolument rien de ce niveau de gravité jusqu'à hier soir quand il a été interpellé. Jacques Morel est également avec nous, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Si cet homme a été retrouvé aussi rapidement, c'est grâce à la vidéosurveillance qui a été très utile dans cette affaire. Tout à fait. Et donc, les enquêteurs sont très preneurs de l'installation de vidéosurveillance, même maintenant dans ce qu'on peut appeler la France profonde, puisqu'avant, c'était l'apanage des grandes villes et des grands centres. On voit bien qu'en l'absence des images de vidéosurveillance, cet homme-là aurait pu passer à travers un dispositif s'il n'y avait pas eu de témoins visuels. Alors peut-être qu'il y a aussi des témoins qui vont se manifester. Et voilà comment on part sur des cold cases, parce que dès le départ, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il a été prélevé en 2008 quand il a fait ses premiers délits? S'il n'a pas été prélevé, il est même pas dans les bases. Et quand bien même on aurait retrouvé de l'ADN sur cette malheureuse victime, ça aurait débouché sur rien. On le voit en particulier dans cette affaire. Ce qui est déterminant dans ce genre d'enquête, c'est la rapidité d'intervention pour pouvoir appréhender au plus vite des suspects notamment. Comment est-ce que ça s'organise, le travail des gendarmes dans ces conditions ? Alors il y a 2 aspects. Il y a interpeller rapidement l'auteur, mais il y a aussi avoir la chance, entre guillemets, de retrouver la victime vivante. Là, malgré la rapidité, si vous voulez, ça n'a pas été le cas. Mais il y a deux situations, soit sur le plan à l'endroit où elle a été enlevée, il y a des témoignages, elle est partie à pied, on peut faire un pistage, mais là elle est montée dans une voiture, donc même avec un pistage, ça n'aurait débouché sur rien. Donc très vite, il y a une équipe qui s'occupe de faire du voisinage et d'aller voir les centres de télésurveillance pour savoir s'il n'y a pas un véhicule particulier qui est passé à proximité de l'endroit. Et avec l'immatriculation, quand en plus on découvre que l'auteur, il est déjà connu pour des faits pas similaires, mais enfin pour des faits délictueux, ça donne tout de suite une orientation qui a permis cette arrestation rapidement. Avec donc cet homme qui est en garde à vue. Mélanie, la suite, désormais, que va-t-il se passer ? Eh bien déjà, la garde à vue, elle se poursuit par les gendarmes de Marmande, parce que s'il a été interpellé hier soir, on n'est même pas encore tout à fait à 24 heures de garde à vue, donc il reste encore la journée de demain, pendant lesquelles, s'ils vont jusqu'à la fin de la garde à vue, ils ont beaucoup de questions à lui poser. Ce qu'on aimerait savoir, c'est son parcours judiciaire, on en parlait, son environnement, qui est ce suspect de 31 ans, est-ce qu'il est inséré dans la société, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'éventuellement il avait des liens avec sa victime, savoir également comment il a pu la faire monter dans cette voiture, est-ce que c'était sous la contrainte ou pas, est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles. Donc vous le voyez, il y a tout un nombre de questions encore qui sont nombreuses à lui poser. Et puis ensuite, une autopsie va être pratiquée dans les prochains jours sur le corps de la jeune fille pour connaître les raisons les causes de la mort. Lui dit qu'il l'a étranglée, mais bien sûr ça reste à confirmer. Il y a des analyses toxicologiques aussi dont on devrait avoir dans les prochains jours les résultats pour savoir si cet homme était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et puis très logiquement, demain soir ou lundi, il sera déféré devant un juge d'instruction qui va lui notifier sa mise en examen et très certainement son placement en détention provisoire. Et là, on va rentrer dans un deuxième temps, le temps de l'instruction qui sera évidemment bien plus long. Merci beaucoup Mélanie Bertrand et merci Jacques Morel. Évidemment, on va continuer de suivre ce qui se passe dans le cadre de cette affaire, notamment avec cette prise de parole du procureur d'Agen à 17h. On parle à présent de la Coupe du Monde de football au Qatar et on apprend aujourd'hui que Gérald Darmanin représentera le gouvernement français à la cérémonie d'ouverture. Elle aura lieu demain à Doha. Le Qatar qui est revenu sur sa décision d'autoriser la vente de bière autour des stades. Alors qu'en pensent les supporters présents sur place? Sonia Carnero a pu en rencontrer certains à Doha.
Oui, les supporters qui commencent à arriver ici à Doha, notamment Arturo qui est venu du Mexique. On va lui demander justement à Arturo ce qu'il pense de cette décision de la FIFA. Arturo, ¿qué piensa de esta prohibición del alcohol? Bueno, al final es un país donde sí está prohibido. C'est un pays où c'est interdit. Y yo creo que es como cuando te invitan a una casa, ¿no? Necesitas cumplir con las reglas. Donc c'est comme quand on va chez quelqu'un, il faut se plier aux règles. Si te están diciendo que no puedes tomar, pues bueno, Donc hay si que on vous dit qu'on acatarlo. ne peut pas boire d'alcool, eh bien il faut respecter cela. Cumplirlo y bueno, no queda más que divertirnos y ver fútbol. Ça ne va pas nous empêcher de nous divertir et de profiter du football. On va lui demander s'il n'a pas peur évidemment pour les futurs droits pendant cette Coupe du Monde, les futurs engagements qu'avait pris le Qatar. No tiene miedo para los otros derechos, para los fans que los otros derechos que había dicho el Qatar. Bueno, sobre todo por el tema para las mujeres, creo que fue un poco difícil, sobre todo porque vengo con mi mamá. Pero bueno, al final estamos acatando las reglas, leímos e investigamos lo más que se puede hacer y bueno, no nos queda más que obedecer, es lo más importante y venir y con eso podemos divertirnos en esta Copa del Mundo. Et comme ça, on peut se divertir et profiter de cette Coupe du Monde le plus possible. Merci beaucoup Arturo. La consommation d'alcool interdite autour des stades, mais elle sera tout de même permise dans les fan zones, contrôlées évidemment entre 19h et 1h du matin ou alors dans les bars des hôtels. Et puis sachez qu'il va falloir prévoir le budget aussi pour les supporters. 14 € la pinte de bière la plus chère de l'histoire de la Coupe du Monde. Dans l'actualité également de ce samedi, plus d'une cinquantaine de manifestations ont lieu contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes avec le hashtag #NousToutes à l'appel d'associations féministes, de syndicats et de partis politiques. À Paris, le cortège va de la place de la République à la place de la Nation. Angie Loata, vous êtes sur place pour BFM TV. Quel est le mot d'ordre pour cette manifestation aujourd'hui, Angie ? Alors le mot d'ordre, on le retrouve sur l'ensemble des pancartes. Effectivement, violence, lutte contre les violences faites aux femmes de manière globale. Il y a énormément de gens. La place de la République était vraiment remplie. Et je suis avec Soline. Soline, vous êtes venue ici. C'est la première fois que vous venez en manifestation féministe. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Cette pancarte, ensemble contre les violences de genre. Quelle est votre motivation aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui et pas avant ? Pourquoi aujourd'hui ? Parce que je pense que j'essaye de me renseigner, de lire, d'écouter, de regarder Vous avez le sentiment d'être aussi symbolique ? Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience ces dernières années de plus en plus de l'urgence de cette situation ? Ouais. Que moi je suis symbolique ? Non, je pense pas. Mais ensemble, ouais, c'est symbolique en tout cas pour moi de venir là et d'être entouré aussi et de sentir qu'il y a un groupe qui se serre les coudes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la priorité des priorités ? C'est quoi ? On voit des pancartes où il y a marqué qu'il est réclamé 2 milliards de manière urgente. C'est ce que disent les associations aussi. Quelle est la priorité selon vous ? Je pense que je suis un peu perdue face aux priorités, mais... Beaucoup de gens parlent de la justice. Ouais, de faire... soit arrêter de faire passer des lois liberticides... anti-féministes, anti-tout, et après... en créer d'autres, quoi. Merci beaucoup Soline. Et donc effectivement, mot d'ordre et également des chiffres, 0,6% des violeurs condamnés. C'est celui qu'on retrouve le plus, c'est vraiment le mot d'ordre du jour en tout cas pour mobiliser les gens ici jusqu'à la place de la Nation. Merci Angie Loata avec Caroline Bertolino en direct de cette manifestation parisienne donc contre les violences sexuelles et sexistes. On continuera de suivre cet événement cet après-midi. On en vient à l'actualité en Ukraine à présent et à cette visite de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique qui est à Kiev pour confirmer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine. Le Premier ministre qui effectue sa toute première visite depuis sa nomination à ce poste en Ukraine. Depuis les premiers jours de la guerre, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont les alliés les plus puissants, a écrit le président ukrainien aujourd'hui sur Telegram en publiant une vidéo de cette rencontre avec Rishi Sunak à Kiev. Donc vous voyez les images actuellement. Général Pellistrandi, donc nous serons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine gagne. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique. Cette visite, elle est très symbolique. On se rappelle notamment du prédécesseur de Rishi Sunak, Boris Johnson, qui avait été
un des premiers occidentaux, sinon le premier, à aller à Kiev. Oui, tout à fait. Le Royaume-Uni, depuis le début de la guerre, est engagé de manière très importante aux côtés des Ukrainiens. Donc cette visite est très symbolique puisque Rishi Sunak revient en fait du G20, donc où il était avec le président Biden et le président Macron. Donc il s'arrête sur la route à Kiev. C'est donc la volonté du Royaume-Uni de continuer à soutenir donc l'Ukraine, alors même qu'on vient de connaître un petit épisode un petit peu délicat avec sur le missile ukrainien et le fait que le président Zelensky ait des positions qui ont un peu fâché d'ailleurs ses partenaires occidentaux. Cette visite est symbolique et puis il y a aussi, vous l'avez vu quand il est arrivé, il neige. La neige. Et oui, on est rentré dans l'hiver. Et donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est maintenant que les Ukrainiens vont avoir besoin du soutien occidental, militaire depuis le début, mais aussi humanitaire. Et c'est un élément qui est extrêmement important parce que maintenant, la population, elle rentre dans le dur, elle rentre dans cet hiver avec, il faut le rappeler, 10 millions d'Ukrainiens qui sont privés d'électricité. Cette neige, cet hiver, ce froid, ça peut évidemment avoir son importance. La situation justement sur le front, avec cette question, la prochaine bataille est-elle celle de Crimée? On va en parler avec vous, général, dans un instant. Élise Phillips, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV en Ukraine avec Sébastien Savoie. Les dirigeants pro-russes de la région ont annoncé qu'ils entamaient des travaux de fortification. Oui, parce que grâce à l'avancée des forces ukrainiennes dans la région de Kherson, eh bien, ces forces ukrainiennes, elles se sont rapprochées de la Crimée ces dernières semaines. Elles ne sont désormais plus qu'à une 60aine de kilomètres de la péninsule pour la distance la plus courte. Et ça inquiète les Russes qui ont donc décidé de mener des travaux de fortification, de creuser des tranchées également. Ces travaux, ils sont menés en anticipation d'une éventuelle bataille et pour protéger ce territoire annexé en 2014 et que la Russie considère depuis comme intouchable. Cette question de la Crimée, elle est très sensible parce que depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky le répète, il veut la récupérer. Cette semaine, lors d'une allocution au G20, il a à nouveau qualifié la péninsule de territoire occupé. Il a également exigé, encore une fois, que la Russie retire l'ensemble de ses troupes de tout le territoire ukrainien, Crimée comprise donc. Donc il y a cette volonté qui est toujours intacte de la part du président Zelensky et de l'Ukraine en général de récupérer la Crimée. Et donc en anticipation de cette éventuelle bataille, eh bien, les Russes s'inquiètent, préfèrent anticiper et mènent ces travaux de fortification dans la Crimée. Donc depuis hier, ça a été annoncé par la Russie hier. Général Pellistrandi, est-ce que la Crimée est désormais un objectif pour l'armée du président Zelensky? Et si oui, est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de pouvoir se lancer dans un assaut sur ce site? Sincèrement, je pense que oui, la Crimée reste un objectif politique. Le président Zelensky dire depuis le début, l'objectif c'est de retrouver la souveraineté sur l'ensemble du territoire ukrainien. Militairement, je ne pense sincèrement pas que ça soit un objectif immédiat. Pour le moment, d'une part, il faut consolider la récupération de la rive droite du Dniepr, autour de la ville de Kherson. Et puis aujourd'hui, l'effort, il est du côté du Donbass, de la ville de Bakhmout. On n'en parle pas beaucoup, mais les combats, ils sont extrêmement importants. Et là, les Ukrainiens ne sont pas sur une dynamique positive. Ils sont plutôt sur la défensive. Et les Russes, en s'étant retirés en bon ordre de la rive droite du Dniepr, sont en train de transférer les forces vers donc le Donbass pour essayer de gagner du terrain, et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de fortifier en quelque sorte le sud pour préserver la rive gauche du Dniepr. C'est aussi en quelque sorte entériner de facto le fait que ce territoire ukrainien a été officiellement annexé par la Russie, d'où ces lignes de fortification qui sont en train d'être construites, et sachant qu'il serait extrêmement difficile pour les Ukrainiens de vouloir franchir de force le Dniepr. C'est très compliqué. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt la bataille du Donbass. Une image très symbolique aussi que l'on voulait vous montrer, celle du premier train de voyageurs vers la ville de Kherson, récemment libérée, qui est arrivé de Kiev. Regardez, pour la première fois depuis que les troupes russes ont occupé la ville du sud de l'Ukraine, les troupes ukrainiennes, elles continuent leur avancée, on le disait, on le voit, ce train, effectivement. Ça y est, il est revenu. Regarde, général, vous vouliez dire un mot là-dessus? Parce que vous avez vu, la locomotive, elle est blindée. Ouais. Vous avez devant un wagon, parce que les cheminots ukrainiens ont réussi à déminer, à vérifier la voie, mais pour protéger. On est quand même dans une ambiance de guerre. Quand ils arrivent à Kherson, vous voyez, là, on voit l'arrivée. En fait, les canons ukrainiens, les canons russes, ils sont à 2-3 kilomètres derrière. Donc, c'est une belle prouesse des cheminots ukrainiens. Le chemin de fer joue un rôle vital dans le fonctionnement de l'État ukrainien, pour la guerre, bien sûr, le transfert et aussi pour transférer les habitants.
Et vous disiez, général, l'hiver arrive dans cette région et après la libération de Kherson, la réalité aussi, c'est que ce sont des milliers d'habitants qui se retrouvent maintenant dans un besoin d'aide humanitaire et dans le même temps, l'opération de déminage se poursuit également. Alexia Prunier. Depuis plusieurs jours, la place principale de Kherson ne désemplit pas. Ses habitants viennent ici pour récupérer des vivres après le départ des troupes russes. Un carton seulement par personne, mais pour ces Ukrainiens, c'est déjà beaucoup. Depuis 8 mois, nous n'avions rien. Il n'y avait rien à acheter. On n'avait pas d'argent. Alors aujourd'hui, les gens viennent ici. Le plus important, c'est que nous sommes libres maintenant, même s'il n'y a pas d'eau ou d'électricité. Nous prenons l'eau dans la rivière du Dniepr. Dehors, il fait à peine 5 degrés. Sans eau chaude et chauffage, les habitants ont froid et se ruent donc sur ces cartons remplis de vêtements. Les enfants, eux, retrouvent un peu le sourire à la vue de ces barres chocolatées. Une action humanitaire qui n'est pas sans risque. La semaine dernière, une organisation caritative a été la cible de tirs d'artillerie, alors que des bénévoles apportaient une aide alimentaire aux habitants. Les troupes russes se sont retirées, mais le danger persiste. Les démineurs ont débuté leur travail pour retrouver des mines cachées par l'ennemi. Retirer toute trace de l'occupation russe, c'est aussi la mission de ces pompiers. Dans les rues de la ville, ils arrachent la propagande russe des panneaux publicitaires. Sur celui-ci, on pouvait lire « Kherson est une ville à l'histoire russe ». Je ressens un grand plaisir parce que nous débarrassons Kherson de tout ce qui est mauvais. C'est tellement génial que j'en ai la chair de poule. Je suis fier de notre Ukraine. Si les habitants de Kherson sont aujourd'hui libres et soulagés, ils le savent, la vie d'avant n'est pas pour tout de suite. Tous se préparent à vivre des mois difficiles. L'actualité aux États-Unis à présent, un procureur indépendant a été nommé pour enquêter sur Donald Trump, l'ancien président américain qui est visé par 2 enquêtes, celle sur l'assaut du Capitole et puis celle sur la gestion de documents confidentiels qui étaient censés être archivés. Donald Trump qui a dénoncé un choix injuste. Les précisions de Sonia Dredi, notre correspondante à Washington. Oui, Donald Trump, hier soir, s'est posé en victime et a dénoncé depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride la pire politisation de la justice de l'histoire américaine. Il a parlé d'abus atroces. Il a notamment déclaré « Je subis ces enquêtes, cette comédie depuis le jour où je suis descendu de l'escalator de la Trump Tower », donc le jour où il a lancé sa première candidature à l'élection présidentielle. Le ministre de la Justice a donc décidé de nommer un procureur spécial pour reprendre 2 enquêtes menées depuis des mois par le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice qui a dit prendre acte du fait que Donald Trump comptait briguer un second mandat. Le procureur spécial, donc Jack Smith, qui est un spécialiste des crimes de guerre, va se concentrer sur 2 enquêtes. L'une concernant les suites de la présidentielle de 2020 et les efforts de Donald Trump pour contester sa défaite, des efforts qui ont conduit à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Et puis la seconde enquête concerne la gestion par Trump de documents confidentiels censés être archivés. Il a emporté après la fin de son mandat des boîtes entières de documents dans sa résidence de Mar-a-Lago. Alors le procureur, dans un communiqué, a déclaré qu'il allait mener une enquête, il a promis d'agir vite, en toute indépendance et de manière approfondie. 15h19 sur BFM TV. Restez avec nous à suivre dans notre prochain journal les suites du meurtre de cette adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, dont la disparition après sa sortie du collège avait été signalée hier par sa mère. Le suspect est passé aux aveux lors de sa garde à vue. C'est un homme de 31 ans connu pour agression sexuelle lorsqu'il était mineur. Le procureur d'Agen s'exprimera en conférence de presse. Ce sera à 17h à suivre en direct sur BFM TV. Restez avec nous.